Télé 50, simplement congolais. Une nuit agitée à Kisangani en ce début de semaine, des clichés montrant des dégâts enregistrés à l'aéroport international de Bangoka circulent depuis plusieurs heures sur les réseaux sociaux, mais jusqu'ici, ni le gouvernement ni les rebelles n'ont livré une version précise des faits. Le gouvernement poursuit son implication dans la lutte contre la 17e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Machabani, a réuni plusieurs responsables de la MONUSCO engagés dans la riposte, alors que tous les vols en provenance et à destination de l'Ituri restent momentanément suspendus. Le divorce semble désormais consommé entre les deux hommes forts du Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye et le chef de la majorité Ousmane Sonko. Révoqué de son poste de Premier ministre vendredi, ce dernier devrait récupérer son siège de député et par ricochet accéder à la présidence de l'Assemblée nationale. Une plénière très attendue à Dakar retient l'attention du continent. Mesdames et messieurs, bonjour. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a clôturé son séjour de travail en France par une rencontre chaleureuse avec la diaspora congolaise organisée par l'ambassade de la RDC à Paris. Cet échange s'est déroulé dans une ambiance conviviale marquée par une forte communion entre la chef du gouvernement et ses compatriotes venus de plusieurs villes françaises. Dans une salle bien remplie, Judith Suminwa Tuluka a répondu aux différentes préoccupations de la diaspora. Dès l'entame de son allocution, elle a lancé un appel à la mobilisation autour de la candidature de Juliana Amato Lumumba à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Chacun dans vos milieux, je vais vous demander de pouvoir parler de cette candidature dans tous les milieux où vous vous trouvez, parce que c'est ça qui va faire tache d'huile et qui va pousser tous nos partenaires, et particulièrement au niveau de la France, à n'avoir qu'une seule voix pour porter Madame Juliana Amato Lumumba. Aujourd'hui, nous sommes une estimation de 120 millions d'habitants, avec pratiquement 70% qui sont des jeunes. Et notre langue officielle est le français, n'est-ce pas? Donc nous sommes un des plus grands pays aujourd'hui où on parle français. Alors, ce que les Camerounais nient et qui n'est pas Batumsous. Au cours de cet entretien interactif, la première ministre a également rassuré les Congolais de l'étranger sur sa volonté d'intégrer pleinement la diaspora dans la dynamique de reconstruction et de transformation des pays sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans un discours empreint de patriotisme et d'optimisme, elle a insisté sur les retours progressifs de la RDC sur la scène internationale. Nous sommes en train de redevenir le grand Congo que nous devons être. Et pour ça, nous avons besoin de tout le monde. Des Congolais au niveau de la République démocratique du Congo, mais aussi surtout de vous, parce que vous êtes notre vitrine à l'extérieur. La question sécuritaire et les retombées diplomatiques des accords conclus à Washington ont également occupé une place importante dans les échanges. La chef du gouvernement a estimé que le premier effet de ces démarches diplomatiques était déjà perceptible sur la scène internationale. Au nombre des préoccupations de la diaspora, il y a également la problématique de l'obtention des passeports, la situation sanitaire, l'emploi des jeunes, mais aussi les grands projets d'infrastructure en cours. La première ministre a notamment mis en avant les travaux de la rocade qu'elle considère comme un chantier stratégique pour l'avenir de la capitale congolaise. Cette rencontre ponctuait des moments de proximité et de nombreux échanges directs avec le participant a illustré la volonté du gouvernement congolais de renforcer les liens avec sa diaspora, considérée comme un partenaire stratégique dans le développement et le rayonnement de la République démocratique du Congo.
Des bombardements ont été signalés dans la nuit du lundi 25 mai à l'aéroport international de Banguka à Kisangani, dans la province de la Chopo. Selon plusieurs sources locales, 8 explosions ont été entendues dans l'enceinte aéroportuaire. La première détonation aurait retenti vers 17h30. À ce stade, aucune source officielle, ni gouvernementale, ni rebelle, n'a confirmé l'origine de ces frappes, ni précisé s'il s'agit des drones kamikazes. Depuis dimanche à 17h, seuls les militaires étaient visibles à l'aéroport. Pris de panique après une deuxième explosion, plusieurs civils ont quitté les lieux précipitamment. L'armée a ensuite demandé à la population d'éviter les abords de l'aéroport. Un avion de la compagnie CAA attendu dans la soirée n'a finalement pas atterri à Kisangani. Dans les quartiers environnants, les habitants disent avoir passé une nuit sous tension. Plusieurs témoignages font état de tirs entendus durant une grande partie de la nuit ainsi que d'intenses mouvements militaires. Cette attaque intervient 4 mois après une précédente série de bombardements attribués à l'AFC M23 et ayant déjà visé l'aéroport de Kisangani. Ce lundi matin, aucun bilan officiel n'était encore disponible. Les autorités politiques et militaires de la Chopo ne se sont pas non plus exprimées sur cet incident pour le moment. Le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadiavinta est arrivé ce dimanche 24 mai à Uvira, dans la province du Sud Kivu, pour une mission d'évaluation sécuritaire et de suivi opérationnel des FARDC. À la tête d'une délégation d'officiers généraux, il a assisté à un briefing de la 33e région militaire, au cours duquel la situation sécuritaire a été présentée comme relativement calme. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Mwadiavinta, est arrivé hier, dimanche 24 mai, à Uvira, dans le Sud Kivu, pour une mission d'évaluation sécuritaire et de suivi opérationnel des FARDC. Il est à la tête d'une forte délégation des officiers généraux des FARDC, le chef de l'outil de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo, à l'état-major du secteur opérationnel d'Uvira. Il a eu un briefing sectoriel de la 33e région militaire, briefing ayant ressorti une situation sécuritaire relativement calme. À l'orphelinat, la charité qui prend en charge quelques dizaines de pensionnaires orphelins militaires, leur laissant une promesse d'accompagnement. Porteur de la vision du commandant suprême, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de rétablir et de réconforter, reformer aussi les FARDC, le VPM Guy Kabombo Mwadiavinta fait de la mise en condition des FARDC son cheval de bataille. Après sa première nuit à Uvira, en dépit de quelques poches de tension signalées aux abords du Sud Kivu, le VPM de la Défense, Maître Guy Kabombo, est attendu à Bujumbura, capitale de la République burundaise, pour un échange bilatéral avec son homologue burundais, Marie-Chantal Ninjimbere. Les échanges porteront principalement sur les questions de la coopération militaire entre les deux pays dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires persistants. Il est également prévu des travaux des experts des deux parties de l'évaluation et le renforcement de la coopération et la collaboration militaire des forces burundaises engagées aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, lui, a réuni ce week-end les gouverneurs militaires du Nord Kivu et de l'Ituri, respectivement le général-major Évariste Kakule Somo et le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama. Les responsables de la MONUSCO, conduits par James Swan, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, ont également pris part à cette rencontre consacrée à la situation sécuritaire, à la riposte contre l'épidémie d'Ebola. La séance des travail a porté sur l'impact de l'épidémie à virus Ebola sur la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Les échanges ont notamment concerné la sécurisation des centres de prise en charge des patients, la protection du personnel soignant ainsi que les mesures à renforcer pour prévenir toute l'exploitation de la situation par les groupes armés. Nous comprenons que y a une stratégie gérée par les experts dans la santé, y compris le ministre de la Santé,
mais il y a 9 piliers de la stratégie congolaise et parmi ces 9 piliers, il y a un élément sécuritaire. Alors, étant donné que la MONUSCO est un partenaire sécuritaire du gouvernement, nous voulions y participer aussi afin de voir dans quelle mesure on peut travailler ensemble, et la MONUSCO et le gouvernement du Congo, afin de répondre aux éléments sécuritaires de cette épidémie. C'était une initiative très appréciée. On a du travail à faire ensemble afin de mettre en vigueur les quelques décisions prises pendant la réunion. Et nous remercions de toute façon son Excellence le vice-premier ministre d'avoir initié cet échange très utile par rapport à la réponse aux préoccupations sécuritaires quant à l'épidémie de l'Ebola. La MONUSCO a réaffirmé sa disponibilité à accompagner les gouvernements congolais dans les efforts des ripostes contre cette épidémie, en appui aux autorités nationales et provinciales afin de limiter les risques de propagation vers d'autres provinces du pays. Les travaux de réhabilitation et de modernisation du boulevard Lumumba à Kolwezi, dans la province du Lualaba, avancent à grands pas. Après une première phase déjà exécutée, les ouvriers poursuivent les travaux de construction de la couche de base ainsi que des canalisations d'eau. Les autorités sensibilisent la population à ne pas transformer ces installations en dépotoirs publics. Tout porte à croire que cette artère ne figurera bientôt parmi les plus belles avenues de la ville. Sous l'impulsion du gouvernement provincial du Lualaba, les travaux de réhabilitation du boulevard Lumumba se poursuivent à un rythme soutenu. Cette route stratégique, longtemps attendue par les usagers, constitue aujourd'hui un véritable levier de désenclavement pour plusieurs contrées du chef-lieu de la province. Sur ces chantiers d'envergure, les avancées sont visibles. Long de 6 km, le boulevard Lumumba change progressivement de visage, tournant ainsi la page des anciennes infrastructures devenues vétustes. La première partie du tronçon affiche déjà une image moderne grâce à la pose de l'asphalte, offrant aux usagers une circulation fluide et sécurisée. Je le dis souvent, ce que Masuka touche se transforme presque en or. Regardez d'abord la première partie. Les travaux sont terminés près du rond-point de l'Indépendance. Regardez les poteaux qui portent l'éclairage public. C'est tellement beau. Les séparateurs. Donc la largeur est de 18 mètres. C'est une route à 4 bandes. 2 bandes à gauche, 2 bandes à droite. Et vous allez voir que c'est parmi les artères qui vont illuminer, qui vont éclairer, qui vont vraiment embellir la ville de Kolwezi. Quant à la seconde partie, les travaux évoluent actuellement à l'étape de décaissement avant l'application de la couche des bases et d'autres procédures techniques prévues dans les processus de réhabilitation. Ici, les équipes s'activent également dans les travaux de construction des caniveaux et des buses afin d'assurer une canalisation des eaux de pluie et préserver durablement la chaussée exécutée par l'entreprise Malta Forest. Ne transformez pas les voies de canalisation en poubelles. À travers cette réalisation, le gouvernement provincial du Lualaba, sous le leadership de la chef de l'exécutif Masuka Saini Fifi, confirme sa volonté de moderniser les infrastructures routières et d'améliorer les conditions de mobilité de ses administrés. Ce projet vient non seulement renforcer la connectivité entre les différents quartiers et axes routiers, mais aussi stimuler les activités économiques et sociales dans la partie de la province. Le boulevard Lumumba, une fois achevé totalement, s'inscrira parmi les ouvrages majeurs qui traduisent la vision de développement et de modernisation portée par l'exécutif provincial. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga et président provincial de l'Union sacrée de la Nation, Martin Kazembe Chula, a présidé ce dimanche une réunion préparatoire consacrée à l'organisation du Rassemblement populaire des forces politiques de l'Union sacrée. Cette mobilisation, prévue ce mardi, vise à soutenir le changement ainsi que la révision de la Constitution. Soyons du bon côté de l'histoire. Les partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation dans le Haut-Katanga
projette un grand rassemblement populaire ce mardi 26 mai 2026 pour dire oui à la révision et au changement de la Constitution. C'est dans cette optique que le président provincial de cette méga plateforme politique présidentielle et gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula a présidé ce dimanche 24 mai une réunion de sensibilisation à l'intention de l'ensemble des responsables des partis, associations et structures membres afin de préparer le grand meeting prévu mardi 26 mai au bâtiment du 30 juin dans la matinée. Au cours de cette rencontre, Martin Kazembe Choula a insisté sur une mobilisation tout azimut et sans précédent afin d'assurer la réussite de ces rendez-vous politiques qu'il considère comme un moment décisif pour l'avenir institutionnel du pays et la consolidation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que le chef de l'État anapenda bantu yote baparticipe na kule tutafikia paka sasa kubantu bo benye bafanye nini tudeside na tunapenda sasa kuonesha kila mtu nguvu yake parce que nous irons partout kule kwenda tulikuwa tunaenda kumakasumbalesa tunaenda kumasakanya kumapweto atuko tunaenda tubule ni bulundu tulikuwa tunalarisha deja au moment opportun tukishuke sasa ni kuonesha hapa weka oui uswata no hapa na bataweka paka pa oui donc ndio kule tutafikia. Alors tunasema machine isha deja kuwaka maintenant il faut tout préparer le terrain. Étaient également présents à cette réunion quelques députés provinciaux ainsi que de membres du gouvernement provincial. Le rassemblement partira de la mythique place de la Poste pour chuter au bâtiment du 30 juin, cadre choisi pour cette grande démonstration politique. En international à présent, lors de la prestation de serment, le nouveau président béninois Romuald Wadagni a pris plusieurs engagements majeurs en faveur de la population. Il a notamment affirmé que la croissance économique du pays devait se traduire concrètement dans le quotidien des citoyens à travers un meilleur accès à l'eau potable, à l'électricité et à des logements. Le nouveau chef de l'État a également appelé les Béninois à l'unité au-delà des divergences politiques. Enfin, il a promis de renforcer les opportunités pour la jeunesse et de maintenir une ligne de fermeté face aux défis sécuritaires tout en misant sur une gestion économique rigoureuse accompagnée des projets sociaux durables. À peine investi président de la République du Bénin, Romuald Wadagni a présenté les grandes orientations de sa politique pour le pays. Le successeur de Patrice Talon a clairement expliqué que la croissance économique ne doit pas seulement se voir dans les chiffres, mais surtout dans la vie quotidienne des citoyens. Sans tarder, il a également signé dimanche soir un décret portant nomination des membres du nouveau gouvernement. Selon les décrets, le nouveau gouvernement est composé de 19 ministres et 5 ministres délégués. Par ailleurs, 4 ministres du précédent gouvernement ont été reconduits dans leurs fonctions, à savoir Benjamin Ignace, ministre de la Santé, Yvonne Detchenou, garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Benoît Dato, ministre des Sports et de l'Engagement civique, ainsi que Véronique Tonifodé, ministre de la Famille et de l'Action sociale. Romuald Wadagni précise que les richesses du pays doivent permettre d'améliorer concrètement les conditions de vie de la population. Pour lui, il insiste que cela passe notamment par un meilleur accès à l'eau potable, à l'électricité et au logement, 3 besoins essentiels encore difficiles à satisfaire pour une partie de la population. Il a également insisté sur la nécessité de réduire les inégalités sociales et de renforcer l'équité entre les citoyens. La cérémonie de son investiture, organisée à Cotonou, a rassemblé plusieurs personnalités politiques, diplomatiques et institutionnelles venues de différents pays, illustrant l'importance de l'événement sur les plans régional et international. Parmi les invités des marques, figurait le vice-premier ministre congolais au transport, Jean-Pierre Bemba, envoyé spécial du président de la République démocratique du Congo, témoignant ainsi des liens diplomatiques et de l'intérêt régional porté à cet événement. Cette prise de fonction ouvre une nouvelle phase pour les Bénin où les attentes sont grandes en matière de gouvernance et de développement. Romuald Wadagni
qui a prêté serment dimanche dernier à Cotonou, la capitale économique du Bénin, conformément à la constitution béninoise, détient désormais les pouvoirs exécutifs, exerce les fonctions des chefs du gouvernement et assure l'autorité administrative. Le divorce politique semble désormais inévitable entre le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, écarté de la primature vendredi dernier. Ce dernier devrait retrouver son siège de député avant d'ambitionner la présidence de l'Assemblée nationale. À Dakar, une plénière très attendue pourrait redessiner les équilibres politiques du pays. Le président de l'Assemblée nationale sénégalaise, El Malick Ndiaye, a annoncé dimanche sa démission, ouvrant la voie à l'élection d'Ousmane Sonko au perchoir. Cette décision intervient seulement 2 jours après les limogeages d'Ousmane Sonko de son poste de Premier ministre par les présidents Bassirou Diomaye Faye sur fond des tensions grandissantes entre les 2 anciens alliés. Majoritaire au Parlement avec les PASTEF, Ousmane Sonko devrait être réintégré comme député mardi avant l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. Longtemps unis autour du slogan Diomaye Moïse Sonko, les tandems au pouvoir depuis 2024 semblent désormais totalement fracturés. Alors que le Sénégal traverse une période de fortes tensions politiques et économiques depuis, les signes des dissensions se sont multipliés sur place publique jusqu'à la rupture consommée vendredi soir. Les tensions ont commencé à émerger en juillet 2025 lorsque les bouillonnants premiers ministres s'en étaient vivement pris au président Faye, fustigeant un problème d'autorité dans les pays. Quelques heures avant son limogeage, le président Ousmane Sonko avait une fois de plus critiqué Diomaye Faye lors d'une intervention à l'Assemblée nationale à propos du contrôle de la transparence des fonds politiques, des sommes d'argent dont l'utilisation s'est faite à la discrétion du président. L'épidémie d'Ebola était au cœur d'un échange entre la Fédération congolaise de football association et la FIFA. Au cours d'une visioconférence, la FECOFA a présenté le programme des léopards évoluant en Europe, assurant qu'aucun joueur ne présente un risque de contamination ou de propagation du virus. Vous l'aurez compris, nous démarrons à présent le point complet sur l'actualité sportive du week-end et c'est avec Christian Bokaya qui m'a déjà rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher, bonjour à toutes et à tous. C'est donc avec les nouvelles du Mondial 2026 que nous commençons le tour d'horizon sportif. Le rassemblement des léopards débute ce lundi. Effectivement, et ce sera bien sûr en Belgique où les léopards vont devoir poser leur valise en prélude de la préparation à la Coupe du Monde FIFA 2026. Lors de cette préparation, les Fauves vont livrer 2 matchs amicaux dont le premier est prévu le 3 juin. Ce sera bien sûr à Liège et ce sera face au Danemark. Et le deuxième match amical sera face au Chili le 9 juin à Marbella. Nous sommes là bien sûr en Espagne, initialement prévu à Kinshasa. La préparation des léopards débutera directement en Europe. Question d'éviter tout risque de contamination à l'épidémie d'Ebola. Pour rappel, la RDC est logée dans le groupe K aux côtés du Portugal et de la Colombie, mais également de l'Ouzbékistan. Le tout premier match de la RDC est prévu le 17 juin et ce sera bien sûr face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Très attendu comme match. Mais entre-temps, l'épidémie d'Ebola, comme on était en train de le dire tout à l'heure, inquiète. Et ça a été le sujet d'un échange entre la FIFA et la FECOFA. Lors de cette réunion tenue par visioconférence, la Fédération congolaise de football et association a informé la FIFA qu'elle a pris toutes les dispositions pour éviter d'exposer les joueurs aux risques liés à l'épidémie d'Ebola et de respecter les protocoles sanitaires en la matière, tels qu'annoncés par le gouvernement américain. La FECOFA a précisé que tous les joueurs retenus pour ces mondiales ainsi qu'une bonne partie du staff technique vivent et évoluent en Europe. Il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir à leur sujet concernant une éventuelle contamination. Enfin, le président de la FECOFA a évoqué avec la FIFA la situation des supporters congolais qui ont déjà acheté des billets pour assister à 2 matchs de la Coupe du Monde et sur le sol américain, mais qui n'ont pas pu obtenir des visas en raison des dispositions administratives américaines. La FIFA s'est engagée à examiner la proposition du président de la Fédération congolaise de football association de pouvoir procéder au remboursement d'argent. Très bien, Ligue des champions de la CAF, Mamelodi Sundowns est sur le toit de l'Afrique. Effectivement, Christopher, le Brésilien d'Afrique gagne
leur deuxième titre de champion d'Afrique, bien sûr. Le tout premier était bien sûr en 2016. 10 ans plus tard, Mamelodi Sundowns gagne un autre titre en Ligue des Champions et c'est bien sûr grâce à sa victoire acquise lors de la manche aller sur le score d'1-0 et surtout les nuls d'un but partout d'hier sur la pelouse de l'AS FAR Rabat. Mohamed Rimat avait pourtant bien lancé l'équipe des forces armées royales marocaines sur un premier penalty à 4 minutes de la pause, mais cet avantage a été de courte durée puisque Tebo Mokoena avait remis les pendules à l'heure au temps additionnel de la première mi-temps, permettant bien évidemment à Mamelodi Sundowns de pouvoir sécuriser son trophée avant même le coup de sifflet final. Au retour des vestiaires, ça il faut préciser, l'AS FAR avait obtenu un penalty malheureusement qui sera arrêté par Williams, le portier de Bafana Bafana. Ça fait complet, Mamelodi Sundowns gagne la Ligue des Champions et l'USMA qui avait bien sûr gagné la Coupe de la Confédération. Très bien, je vois un titre ici, je ne sais pas si c'est une erreur d'inattention ou bien je suis en train de bien voir. Illico Cash Ligue 1, Aigle du Congo, TP Mazembe contre TP Mazembe. Ah, j'ai cru voir AS Vita Club, j'en ai encore des très mauvais souvenirs dans ma tête en ce moment. Des très mauvais souvenirs puisqu'on a failli laisser notre peau, bien évidemment, au stade de Tata Raphaël. Jamais on a été aussi en insécurité qu'on l'a été jeudi lors du match vers Club. Les Aigles du Congo, voilà pourquoi on alertait déjà sur cette insécurité. Et merci pour ce travail, pour cet excellent travail, le travail des journalistes que vous avez fait jeudi. Alors ce match entre Aigles du Congo, tout-puissant Mazembe Anglebert, se jouera bien sûr à huis clos et ce sera bien sûr au centre Coureur Ampova. Ici, sur ce terrain où on voit bien sûr en image où V Club a battu hier le FC Céleste. Ici, c'est les terrains de la fédération vers l'Ancélé. C'est à l'Ancélé, voilà, les centres Coureur Ampova. C'est-à-dire vous dépassez Bibois et puis voilà, quelque part là-bas. Ça réunit vraiment toutes les conditions. Non, ça ne réunit pas. Non, vous voyez les conditions, enfin l'état dans lequel il se trouve. Un ballon peut se retrouver dans les champs là-bas avec un long dégagement. Bien évidemment. D'ailleurs, il y a les vents dans tous les sens. Et puis, cette pelouse n'est garantie qui met en danger les joueurs professionnels. Il y a vraiment le risque des blessures. Mais il faut faire avec. Il faut faire avec. Il y a des sachets partout. Il faut faire avec. Pourquoi ? Parce que le stade Tata Raphaël est dans un chaos indescriptible. Et il faut signaler que ce match se joue, bien sûr, à huis clos. Et c'est dans quelques heures, tout précisément à 15h, Christopher Ochokoum. L'autre match qui se jouera bien sûr ce lundi, c'est celui de Lupopo contre Maniema Union. Maniema Union qui recevra bien sûr le FC Saint-Éloi Lupopo. Ce sera au stade TP Mazembe. Et puis il y aura le match AS Simba CS Don Bosco. Voilà en gros le programme ou le menu au niveau de Illico Cash Ligue 1. Très bien, passons vite au vrai football. Je vais dire la première ligue avec Arsenal qui, 22 ans, 22 ans plus tard, a savouré son titre de champion d'Angleterre. Il a fallu en tout cas 22 ans d'attente pour voir... Excuse-moi de ne pas me retenir, mais quand je regarde les images d'avant et que je regarde ce terrain ici, oh là 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 là. Non, Christophe, il ne faut pas aussi aggraver la situation. On parle tous football. D'ailleurs, nous allons jouer la Coupe du Monde avec les mêmes joueurs. Donc, il a fallu 22 ans d'attente pour voir les Gunners soulever ces titres de Première Ligue. Et c'est en grande partie grâce au travail fait par Mikel Arteta, un travail qui a fini par payer après 3 ans d'échecs successifs. Cerise sur le gâteau, Arsenal a fini la saison par une victoire logique, 1-2. C'était hier face à Crystal Palace et c'était pour bien savourer bien évidemment son titre. Et il reste la finale de la Ligue des Champions samedi face au Paris Saint-Germain. Et ça fera bien sûr 20 ans qu'Arsenal n'avait pas joué des finales des Ligues des Champions. Est-ce que vous le voyez surprendre le Paris Saint-Germain en finale? Je me souviens, c'était avec Thierry Henry en 2006. Avec effectivement, l'NBC qu'on était en train de découvrir déjà petit à petit, et c'est le FC Barcelone qui avait gagné la finale après sa victoire 2-1. Oui, moi je souhaite tous les meilleurs, en tout cas aux Gunners. Je ne souhaiterais pas voir Paris Saint-Germain l'emporter 2 fois de suite. Ce serait un peu trop. Si l'Arsenal remporte, malgré leur visite Rwanda, d'ailleurs tous les deux sont visite Rwanda. Donc on n'est même pas à ce niveau-là. Je le souhaite aux Anglais.
tout club qui joue contre le Paris Saint-Germain a le soutien de Christopher. Quand le Real enchaîne 3 titres, là c'est pas trop, ça c'est normal, mais quand c'est une exclusivité quand, pour quand le le PSG veut enchaîner un 2e titre, on dit non, c'est trop. Alors ça va tuer la magie. On comprend, et puis puisqu'on parle d'Arsenal qui est champion d'Angleterre, on va parler aussi de Lens. Voilà, le Racing Club Lens d'Arthur Masuaku qui a gagné bien sûr la Coupe de France, après bien sûr sa belle victoire des 3-1 sur l'OGC Nice. C'était bien sûr en finale de la Coupe de France qu'on voit bien sûr en image. Arthur Masuaku va rejoindre la tanière avec un mental d'acier après ce sacre en Coupe de France. Et voilà en gros ce qu'on devait dire, et bien évidemment sur ce qui s'est passé le week-end, puisque ce match s'est joué bien sûr vendredi. Et Arthur Masuaku, le Congolais qui joue bien sûr à Lens, a pu faire l'essentiel. Et voilà en gros les résumés de l'actualité sportive du week-end. On attend bien sûr voir ce que ça va nous donner le samedi prochain, et c'est peut-être par là qu'on va refermer la saison sur le vieux continent et attendre impatiemment la coupe du Monde. Merci beaucoup, Christian. Bokaya, le président Emmanuel Macron a été au stade. Ouais. Ce sera très difficile de voir le président Tshisekedi à 20 mai avec les Koulouna qui entrent au stade avec les machettes pour le moment. Non, il faut contextualiser. Quand on parle de la coupe, généralement dans presque tout le pays, ce sont le président de... La coupe du président. Voilà, c'est la coupe du Fatih Cup que... Ouais, c'est Fatih l'a déjà fait. Ouais, le président de la République. Au stade de Martyr avec... Évidemment, il a fait lors de... Il faudrait beaucoup plus d'ordre pour... C'est pas cette délinquance qu'on va... C'est ce qu'on décrit, le football, c'est le fair play. On a transformé malheureusement le terrain de football au champ de bataille. Ça, en tout cas, il faut les condamner avec véhémence, parce que les terrains de football, c'est pas un champ de bataille. On vient jouer calmement au football, on perd, on applaudit, on gagne. C'est le ballon qu'on tape, et rien d'autre. Bien évidemment. Merci beaucoup Christian Bokaya pour ces précisions. Je vous garde le temps de rappeler les titres avant d'accueillir Damaris Kaimbe, j'allais dire Damaris Diamouiti, je ne sais pas pourquoi, pour la revue de presse. Voilà, tout de suite, les rappels des titres. Une nuit agitée à Kisangani en ce début de semaine. Des clichés montrant des dégâts enregistrés à l'aéroport international de Bangboka circulent depuis plusieurs heures sur les réseaux sociaux. Mais jusqu'ici, ni le gouvernement ni les rebelles n'ont livré une version précise des faits. Le gouvernement poursuit son implication dans la lutte contre la 17e épidémie d'Ebola en RDC. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a réuni plusieurs responsables de la MONUSCO engagés dans la riposte, alors que tous les vols en provenance et à destination de l'Ituri restent momentanément suspendus. Le divorce semble désormais consommé entre les deux hommes forts du Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye et le chef de la majorité Ousmane Sonko, révoqué de son poste de Premier ministre vendredi. Ce dernier devrait récupérer son siège de député et par ricochet accéder à la présidence de l'Assemblée nationale. Une plénière très attendue à Dakar retient l'attention du continent ce lundi. Ne nous quittez pas, Damaris Kaimbe me rejoint tout de suite au plateau pour la revue de presse. Sous l'accompagnement technique de Dieu merci mon condola, Damaris Kaimbe m'a rejoint sur ce plateau pour la revue de presse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher Ostchokoum et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Et toutes ces personnes qui nous suivent vraiment de partout. Dans cette très belle tenue, vous nous ramenez deux sujets, à savoir Ebola, des mesures prises, mais sur le terrain, le pire reste encore à craindre. Exactement Christopher Ostchokoum, cette épidémie d'Ebola en tout cas a fait craindre beaucoup. Eh bien, nous allons très rapidement commencer pour ce lundi 25 mai 2026 avec le média Info 27 qui titre au-dessus sur sa mouture Ebola, Mundibugwa, la RDC, l'Ouganda et le Soudan du Sud active une riposte commune. Le média nous renseigne ici, Christopher, que face à la progression d'Ebola dans la région de Grand Lac, la RDC, l'Ouganda et le Soudan du Sud ont décidé d'intensifier leur coordination sanitaire autour d'une stratégie commune de surveillance, de contrôle de frontières et de ripostes médicales réunies à Kampala sous l'égide d'Africa CDC et de l'OMS. Le ministre de la Santé de ces trois pays ont adopté 12 engagements prioritaires destinés à contenir la propagation du virus. Alors que
que le ministre de ces 3 pays ici signé ces 12 engagements. Il faut dire qu'au pays, l'INRB ici s'est plaint. Nous le fait savoir ici le média Le Potentiel qui ramène à sa une le propos du docteur Mouyembe. Riposte aux épidémies dont Ebola, le cri, allais-je dire, de colère de Mouyembe. Nous ne recevons rien de l'État congolais. Si INRB fonctionne, c'est grâce à l'aide des USA. Le média nous renseigne ici que ces propos ont été tenus par le docteur Mouyembe lors de l'émission Le Débat sur Top Congo le 19 mai 2026 à Kinshasa. Il voulait attirer l'attention sur la fragilité du système national de recherche biomédicale et dénoncer l'absence, selon lui, de soutien budgétaire réel de l'État congolais à l'INRB. Dans son intervention, Mouyembe explique que l'INRB, pourtant au cœur de la surveillance des épidémies, des analyses biologiques et de la riposte contre Ebola, le Covid, le choléra ou encore la rougeole, fonctionne principalement grâce au financement et à l'appui technique des partenaires étrangers. Il faut dire que cette maladie Ebola a en tout cas activé un peu le pays et de partout dans les 26 provinces, les autorités congolaises se mobilisent pour essayer de mobiliser la population sur les mesures à prendre pour éviter cette maladie. Le maximum ici, Christopher Ochokum nous ramène l'info du gouverneur de la province du Haut-Uélé qui mobilise en tout cas sa province sur cette maladie Ebola. Le média nous fait savoir que il est Jean Bokimoto Bakumito, bien merci. Gouverneur du Haut-Uélé a lancé un appel à toutes les couches de la population sanitaire. Il a insisté sur l'implication des services sanitaires, des leaders communautaires, des structures locales et de la population dans le respect des mesures préventives. Cet appel est soutenu par Simon Bouloupi Galati, notable du Haut-Uélé, qui a plaidé autour de leurs citoyens de la province en vue de renforcer l'éducation à la vie dans les établissements scolaires ainsi que dans les institutions supérieures et universitaires. On peut ici conclure que la République tout entière est mobilisée pour pallier à cette maladie que se fait. Très bien, Damaris Kayembe, vous avez un deuxième sujet qui parle du changement de la Constitution. On peut déjà voir un extrait sur le maximum ici. Et tout le monde est en train de s'inviter au débat en ce moment. Eh bien oui, Christopher, si vous avez suivi l'émission qu'a tenue Jean-Marie Kassamba hier sur Focus, Serge Etikoum y était et il a parlé sur ces débats de la Constitution. Serge Etikoum apporte ici une particularité depuis que ce débat a commencé, c'est d'impliquer la jeunesse congolaise face à ce. Eh bien, le média Africa News en parle et a essayé de faire un article global sur la situation. Il écrit à ce sujet. Après le lancement de la campagne La jeunesse par la Constitution, Serge Etikoum Onza poursuit ses actions de sensibilisation autour du débat constitutionnel en RDC. Invité sur le plateau de Télé 50, il a plaidé pour une réforme de la Constitution intégrant davantage le droit de jeunes, notamment l'accès à la prospérité, à la dignité et à l'éducation à l'emploi. Le quotidien, le média, le quotidien, pour ne pas dire la tautologie, le quotidien ici nous fournit un édito sur la question. Il titre « Et si la Constitution empêchait aussi l'économie de décoller ?» D'après l'auteur de cet édito, Christopher, il estime que certaines dispositions institutionnelles favoriseraient la lenteur administrative, l'instabilité politique, ainsi que le conflit de compétences entre le pouvoir central et les provinces. Le texte que nous fournit le quotidien souligne que malgré ses immenses ressources naturelles et son potentiel stratégique, la RDC peine encore à transformer ses richesses en infrastructures, industrialisation et emploi durable, notamment à cause de la discontinuité de l'action publique. Eh bien, Christopher, avant de partir, j'aimerais ici vous embarquer dans la province du Lualaba quand je fais été le journal. Un sujet a retenu en tout cas mon attention. La province du Lualaba qui nous ramène ici le média Le Pacifique. Il titre DGDA Lualaba, installation du guichet unique au sein de Kamoto Copper Company. Le DP Narcisse Pambou invite KCC au respect de lois et règlements sur le fonctionnement d'un bureau des douanes. Le média nous fait savoir que les tableaux nous fait savoir que la cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités provinciales partenaires. L'exécutif provincial était représenté par le ministre provincial de l'Intérieur. Selon les Pacifiques, le directeur provincial de la DGDA Lualaba, Narcisse Pambou, a salué l'accompagnement de l'exécutif provincial dans la lutte contre la fraude douanière. Il a profité de l'occasion, ajoute le média, pour inviter les responsables des KCC au respect strict des dispositions légales et réglementaires encadrant le fonctionnement d'un bureau des douanes. Le rédacteur de cet article, Christopher, souligne que l'installation de ces guichets uniques vise à simplifier la procédure douanière et à renforcer la transparence des opérations au sein de l'entreprise minière.
Très bien. Merci beaucoup Damaris KMB pour ce tour d'horizon complet qui nous permet de décoller la semaine en forme et informé. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. C'est à moi de vous remercier, mais très prochainement, vous aurez Héritier Tomba. Merci beaucoup Damaris KMB et bon rétablissement à Héritier Ntamboa qui nous manque, ça fait déjà de lundi. Merci à vous d'avoir suivi cette édition du journal, ce grand trésor. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.